Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien dans la série initiée par l'Institut français du Maroc et de Casablanca notamment, Demain dès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Oum. Bonjour Oum. Bonjour. Vous êtes autrice, vous êtes compositrice, vous êtes interprète. Votre dernier album s'appelle Daban. Alors, je voudrais commencer avec le titre de cet album parce qu'il fait étrangement écho au titre, enfin étrangement ou plutôt à juste titre au nom de ces entretiens, Demain dès aujourd'hui. Alors d'un côté, que vous évoque ce titre Demain dès aujourd'hui et ensuite expliquez-nous l'histoire du titre de cet album. Pourquoi Daban, qui veut dire maintenant en darija? Mais je pense que Demain dès aujourd'hui, ça sonne vraiment comme une évidence. Puisqu'il n'y a pas de demain sans aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est l'aurore de demain, puisque on construit demain, aujourd'hui, que l'on le veuille ou non, que l'on en soit conscient ou non. Donc oui, c'est juste une évidence en fait. Demain dès aujourd'hui, il n'y a pas autrement. La raison de Daba comme titre de mon dernier album, en fait, au départ, j'ai voulu faire autrement qu'avec mes deux albums précédents, à savoir Zarabi et Soul of Morocco, ne pas m'inscrire dans l'espace, dans une identité géographique, à savoir le Maroc pluriel, l'Afrique, aussi bien dans la musique que dans l'identité visuelle, en fait, la pochette de ces deux disques. Et j'ai voulu pour une fois en fait m'inscrire dans le temps et dans le repère du temps. J'ai voulu choisir plutôt le temps comme adresse et finalement le temps qui nous unit beaucoup plus que les espaces, quelles que soient nos origines, nos convictions, nos couleurs, etc., nos histoires. Le temps que l'on vit, que l'on subit, finalement nous amène à être les mêmes aussi, que l'on le veuille ou non, dans le monde entier. Et c'était aussi pour me redéfinir et me représenter, maintenant que on sait que je viens du Maroc avec Soul of Morocco, que on sait que je viens du désert et que cette culture du désert me plaît. J'ai voulu juste dire des choses qui nous concernent tous et dire j'appartiens à ce temps au lieu de j'appartiens à ce pays ou à ce continent, pour une fois. Alors, cette appartenance au temps, c'est pour rejoindre quelque part une identité plus universelle, plus commune à tous les êtres humains sur cette terre, que de vous ancrer dans une appartenance culturelle, géographique, ethnique que vous aviez déjà posée dans votre travail précédent. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi revendiquer le droit de s'identifier soi-même, au-delà de l'identité que nous avons et que nous ne choisissons pas. Je pense que le temps nous donne la possibilité de dire qui nous sommes, indépendamment de d'où nous venons. C'est pas forcément pour dire je ressemble à tout le monde ou on a des choses à partager, il y a de ça, mais pas que. C'est juste se libérer un peu d'un cadre géographique, culturel, et de dire je suis une pensée, je suis une âme de maintenant. Alors, il est fait de quoi ce temps de maintenant, justement? Alors, de maintenant ou bien maintenant quand je faisais ce disque? Les deux, parce que c'est avant ou après la pandémie? Les deux, mon général, parce qu'il y a effectivement le temps qui est le sujet de l'album, mais ce que vous avez voulu poser, cette époque dont vous êtes et par laquelle vous avez voulu vous définir. Et puis évidemment, j'allais vous poser ensuite la question de savoir comment vous avez traversé ce temps qui nous est commun à tous depuis maintenant presque un an et qui est celui de ce renversement dû à la pandémie. Eh bien, je pense que mon maintenant de Daba et de la conception de ce disque, ça a été aussi mon passage à l'âge de 40 ans, que j'ai voulu m'observer davantage et voir si finalement quelque chose se transformait en moi et que je voulais bien accueillir, ou sinon est-ce que dans ma perception des choses qui m'entourent, il y avait un changement qui opérait à ce moment-là. En ayant pas mal voyagé pour des tournées, j'ai pu voir les différences qui peuvent exister entre les pays, et des injustices aussi, et par rapport aux droits des humains, des femmes notamment, des minorités, quel que soit leur rang en fait.
Et c'était ça, en fait, ce Daba. Je voulais dire tout ça, que je comprenais, que je ne comprenais pas, mais juste dresser le tableau de qui j'étais en train de devenir et comment je voyais ce qui m'entourait. Le maintenant, qui dure depuis un peu plus d'1 an, c'est un maintenant très très étrange, et d'ailleurs ça m'a un petit peu, évidemment ça m'est un peu passé de temps en temps par la tête de me dire qu'est-ce qui m'a pris de faire un disque qui s'appelle Daba, en parlant justement de la planète, de comment on se comporte. Et puis tout d'un coup vient un Daba qui s'annonce interminable et incompréhensible, plein d'inconnus. Je ne sais pas si j'ai dès maintenant un adjectif, parce que je pense qu'il y en aurait certainement plusieurs, mais étrange et conséquent. Je dirais pas lourd, mais puissant et sans précédent et inédit, parce que finalement c'est un genre de prison qui vient à vous. C'est pas vous qu'on emmène en prison, mais c'est la prison qui s'invite chez vous. Et finalement, ça nous force à, si nous n'avions pas commencé à le faire, à nous observer et à voir comment s'en sortir en restant sur place, à réinventer des solutions seuls déjà, parce que même si on est toujours liés et qu'on se parle, même avec des vidéos, tout ça, le manque d'échange avec les êtres humains est vraiment horrible. Moi, ça m'a beaucoup pesé. Le manque d'échange. Le manque de rencontre avec une personne présente comme vous et moi maintenant, parce que en fait, je n'ai jamais utilisé le téléphone aussi souvent et fréquemment que pendant cette période, surtout le premier confinement. Et j'avais besoin de ça et de voir les personnes, la famille et tout avec qui je parlais. Il fallait que je les regarde. Et je pense que quand on est avec une personne, il y a quelque chose qui ne se dit pas, mais qui passe entre nous, qui ne se voit pas avec les yeux. Mais chacun a un champ énergétique autour de lui, chacune a quelque chose qui déborde d'elle, de lui, et qu'on ne voit pas et qui touche la personne suivante. Agréablement ou pas, peu importe, ça touche. Et en fait, dans le confinement, une personne qui est seule et qui finalement baigne uniquement, exclusivement dans son propre champ énergétique du matin au soir, ça a des conséquences assez dures en fait. Ne serait-ce que par exemple dans le règne de l'onirique, en fait, dans la nuit, les rêves, les cauchemars, notre inconscient, moi je parle de ma propre expérience, va nous inventer des choses qui sont puisées uniquement dans notre propre champ énergétique. Et c'est pas rien. Oui, il y a eu des articles d'ailleurs très intéressants sur ça, sur les rêves en période comme ça de confinement ou d'enfermement où tous les repères effectivement sont bousculés et où le fonctionnement interne est complètement perturbé. Absolument. Donc oui, inédit et vraiment pas évident, le maintenant qui dure encore. Alors, avec le recul, le peu de recul qu'on a, mais bon, ça fait quand même 10 mois qu'on vit cette situation, vous diriez que cette période, elle a révélé de ces sociétés que vous observez, que vous avez pu rencontrer à travers vos tournées, est-ce que vous diriez que ces sociétés se sont montrées relativement fragiles, ou est-ce qu'elles se sont montrées puissantes, dans le sens où elles ont pu exhumer des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, comme de la solidarité, comme de l'entraide, comment vous avez observé la façon dont les sociétés ont réagi face à cet inédit? Je pense malheureusement dans un premier temps de façon égocentrique, quoi qu'il en soit, parce que même les élans de solidarité que nous avons observés au tout début manifestaient dans leurs actions, dans leur façon de communiquer ce que les gens étaient en train de faire, et notamment à travers les réseaux sociaux, qui sont l'égocentrisme incarné, d'une façon ou d'une autre. C'est égocentrique. Je fais le bien, donc je fais quelque chose, donc j'existe. D'ailleurs, personne ne me voit, je suis chez moi et j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai pas pu m'empêcher, moi, de ressentir ça de cette façon. L'autre chose positive, en revanche, c'est que contrairement à d'autres périodes auparavant, je pense que cette crise a fait voir
à chacun, à chacune des sociétés, son lui-même, son elle-même. Pour moi, c'est pas une crise qui a servi pour que les uns puissent voir des autres et en déduire quelque chose. Je pense que dans cet arrêt, chacun et chacune des sociétés a pu se regarder dans le miroir parce qu'il n'y avait plus d'alternative. Il n'y avait que nous à voir. Et dans ce nous à voir, il y avait tous les défauts, il y avait toutes les erreurs, il y avait tous les mauvais comportements. Et maintenant, est-ce que ça sert à... Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est digéré? Est-ce que ça sert à ce qu'on commence à opérer un changement conscient ou non? Mais je pense que chacun s'est vu dans le miroir. C'est plus ou c'est des plus, je ne sais pas, mais chacun s'est vu dans sa solitude à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle des sociétés, c'est sûr. Est-ce que on parlait beaucoup dès les premiers jours, dès les premières semaines du confinement, à force d'éditoriaux, d'émissions, de débats, du monde d'après? C'était une formule qu'on entendait beaucoup. Est-ce que selon vous, ça a fait long feu? Ça a été comme un espoir ou l'urgence, peut-être tout à coup d'imaginer autre chose pour survivre qui s'est manifesté à ce moment-là? Est-ce que vous pensez qu'on a réellement pris le pas ou le chemin de réfléchir réellement au monde d'après, à ce demain dès aujourd'hui? Je pense que dans un premier temps, c'est l'impatience qui a fait qu'on s'invente déjà Il fallait qu'on se projette. Oui, qu'on se projette et qu'on se projette dans quelque chose de rassurant. Parce que dans la peur, on crée beaucoup de belles choses pour s'enfuir, en fait. Il y a eu des scènes comme ça, où que moi j'ai décelé de façon vraiment sensorielle, et que tout le monde, hein, d'ailleurs, je pense, le retour des oiseaux, par exemple, vous vous souvenez? C'est quelques semaines. Dans les villes, oui. Voilà, le retour des oiseaux, le ciel un peu plus propre, les sons, tout ça. Donc ça, pour moi, ça a été plus ça, une fenêtre d'espoir. Je l'ai ressenti comme ça. Mais c'est pas le fruit d'une réflexion de nous ou des humains où on va savoir comment faire, pas du tout. C'est vraiment l'expression fulgurante de la nature qui revient. Et on l'a pas laissé venir parce qu'on voulait la revoir. On l'a laissé venir parce qu'on a été obligé. Mais justement, est-ce que cette période n'a pas été la preuve de la compétition que se livrent les humains et la nature, les éléments de la nature, faune et flore compris, sur l'espace que nous devons habiter ensemble? Parce qu'effectivement, on a vu le retour des oiseaux, on a vu dans certaines villes le retour de certains poissons, dans des rivières, dans des canaux, notamment à Venise, etc. Et puis finalement, après la fin du confinement, l'homme a repris ses droits qu'il s'était octroyés dans l'espace. Hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que je précise qu'il s'était octroyé sur cet espace. Donc finalement, est-ce que le monde dans lequel on vit, il n'est pas livré à cette compétition, condamné à cette compétition éternelle? Est-ce qu'on va finir par prendre conscience que la nature a aussi ses droits? Cette nature dont vous parlez beaucoup dans votre album. Oui, mais pour moi, c'est pas du tout une histoire de compétitivité. Hein. Compétitivité, justement, c'est se donner le droit de dire on est égaux et chacun tire la couette de son côté. C'est pas vrai. La nature est là avant nous, elle restera après nous. Elle s'est déjà transformée beaucoup de fois. L'univers est puissant. Donc, nous, on a fait des erreurs et on continue, et nos erreurs sont plus lourdes d'impact que le reste. Donc, je pense pas qu'il y ait de compétitivité. Maintenant, est-ce qu'on va comprendre? Oui, je pense que nous n'avons plus le choix. Est-ce que c'est pas trop tard, par contre, pour reculer, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans nos systèmes économiques capitalistes et désormais inévitables, il me semble. Est-ce qu'on peut sortir le pied de ça? Je pense pas. Donc après, on peut faire des alternatives pour diminuer un peu, pour rendre un petit peu moins grave notre impact sur nos lendemains. Mais de là à réparer et à revenir vers quelque chose de plus sain,
Je veux pas être défaitiste, mais je ne vois pas comment, sincèrement, je ne vois pas comment. Pour vous, quelles seraient les questions ou les sujets qui seraient les plus urgents à traiter aujourd'hui pour éviter une catastrophe dans les prochaines années? Est-ce que c'est la question de l'environnement? Est-ce que c'est la question des droits des êtres humains, par exemple, à circuler? Vous évoquiez tout à l'heure, je pense que vous pensez à la question des réfugiés, notamment. Quelles sont les questions qui vous touchent particulièrement et dont vous aimeriez qu'on fasse aujourd'hui des problèmes urgents à traiter? L'éducation, changer le mode de consommation. Je ne sais pas comment, hein, mais si j'avais une baguette magique, ce serait ça, ce serait consommer moins. Et éduquer. Éduquer parce que il faut que l'on soit éduqué pour savoir avoir une opinion et approcher un peu plus de justesse dans son mode de pensée pour agir mieux. Pour Donc moi, il faut un ça. éveil des Ah, consciences. mais tout à fait. Il faut un éveil déjà tout court et un éveil des consciences. Il faut un éveil par l'apprentissage des lettres. Aujourd'hui, je veux dire, dans notre pays, il y a encore beaucoup d'analphabètes et je parle même pas que de notre pays. Donc, je pense que les jeunes, en apprenant, deviennent libres. Et quand ils seront libres, ils pourront changer les choses ou faire autrement. Mais pas tant qu'ils ne sont pas libres. Et on ne se libère pas sans l'éducation, sans le savoir. Bien sûr, avec ça, il faut se libérer aussi dans l'espace. Parce que l'apprentissage aussi se fait à travers le mouvement des individus. La rencontre, la découverte, l'observation de l'autre, des autres endroits pour pouvoir comparer et essayer d'aller dans le sens d'une meilleure version de soi, parce qu'il faut voir autre chose pour se redéfinir, toujours. Dire, on est dans un environnement que l'on n'a pas choisi, on a tout de suite une langue, une religion, une terre, on est déjà défini. Il y a cette identité, mais c'est à nous. C'est un processus créatif permanent qui dure toute la vie. Notre identité, il nous appartient de la créer en fait. Et pour la créer, c'est comme tout à l'heure le champ énergétique. On ne peut pas juste autour de soi se transformer et devenir meilleur. Mais le monde ne semble pas vraiment prendre le chemin. On voit un peu partout, au contraire, le renfermement des identités, des nationalismes, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord. Il y a quand même un mouvement qui va, au contraire, à l'encontre de cette ouverture et de la découverte de l'altérité, alors même qu'on a des moyens aujourd'hui de pouvoir se rencontrer plus facilement. Oui, mais paradoxalement, dans ces mêmes pays que vous décrivez, il est possible, parce que certains droits des hommes existent, il est possible à ceux-là extrémistes de s'exprimer, il est aussi possible à d'autres de dire aussi qui ils sont. Aujourd'hui, on voit un essor pas mal de minorités qui disent leurs différences, qui la revendiquent. Parce que, voilà, Dieu merci, il est encore possible dans certains pays, ne serait-ce que ça, c'est important. Et dans une démocratie, tout existe et tout a le droit de parler. Donc, à ceux qui ont quelque chose à dire, à revendiquer, de le faire. Et je pense dans les pays où cette liberté existe, même si c'est pas des pays dont on va, je dis pas qu'il faut s'en inspirer, mais juste garder quand même quelque part un espoir, une foi, et de dire, il est possible, quand on est différent, de crier sa différence. Et moi, je le fais aujourd'hui, mes enfants le feront davantage après moi, parce que je les aurai inspirés, et ainsi de suite. C'est le chemin que l'on doit prendre. Oui, ça existe, oui. Je voudrais revenir au désert que vous évoquiez tout à l'heure. On sait combien vous êtes inspiré par cette culture hassani, cette culture du désert. Racontez-nous votre rencontre avec cette culture et qu'est-ce qui vous ancre dans cet environnement spirituel, culturel, musical aussi. Qu'est-ce qui me ancre? Je pense c'est mon patronyme qui m'a emmené à cette curiosité de dire si je m'appelle Ben Sahraoui, c'est que un de mes ancêtres avait des origines quelque part.
et oui, que ce soit cette chose étrange de laquelle j'avais envie de me rapprocher. J'ai eu la chance de rencontrer les frères Halim et Ibrahim Sbahi, directeurs du festival Taragalt Hamid, et avec qui j'ai en fait pu découvrir le désert, la sensation du désert, l'inexplicable et la grandeur du désert, des éléments dans le désert, mais aussi culturellement, grâce au festival, j'ai pu rencontrer des gens qui viennent du Mali, de Mauritanie, du Soudan, du Niger, et de découvrir finalement cette culture que ces peuples-là ont en commun, notamment le nomadisme et cet environnement donc qui est le désert, et de cette culture donc dont les branches vont à la musique, à la percussion, à la poésie, à la liberté aussi des femmes notamment, au rapport avec l'environnement et avec la nature et avec les éléments et le respect que ces personnes, que ces sociétés ont justement depuis toujours, bien avant la crise sanitaire et bien avant même l'éveil un peu des consciences pour l'écologie. Ce sont des peuples qui sont écolos par nature. Alors, ce sont des peuples qui sont écolos, qui ont ce rapport très fort avec les éléments de la nature, mais en même temps, ce sont les premiers exposés au changement climatique. Chaque année, il y a plus de réfugiés climatiques ou de déplacés environnementaux, c'est la terminologie utilisée par les institutions internationales, que de déplacés en raison des guerres ou des conflits. Je cite juste un chiffre pour l'année 2018, ils étaient 16 millions à être déplacés en raison de causes environnementales et 11 millions seulement 11 millions pour les conflits, et à l'horizon 2050, on prévoit 250 millions de réfugiés climatiques. Et parmi les premières populations concernées, ce sont ces populations du Sud. Il y a une certaine injustice, selon vous, à ça? Il y a beaucoup d'injustices dans le monde, bien sûr, dans la distribution des richesses et dans la distribution des populations démographiques sur la planète, ça va de soi. Maintenant, je pense que ce que ces gens-là subissent dans leurs environnements à l'horizon 2050, je crains que d'autres aussi, même dans le Nord, commencent à souffrir, si ce n'est de la même chose, mais de l'impact qui a les mêmes raisons en fait. Je pense que quand une catastrophe se passe dans ce bout du monde, elle a sa jumelle qui se passe au même moment, juste qui va se manifester ou s'exprimer d'une façon différente. C'est pour ça que c'est très important en fait d'être pas conscient juste de devoir répéter les mêmes gestes partout. Je pense que n'importe quel geste que l'on a, il faut savoir qu'il a son impact quelque part, au même moment. Donc il faut être responsable partout. Il ne s'agit pas juste de fermer le robinet ou de consommer moins de plastique, bien sûr, mais pas que. Il faut être conscient de n'importe quel geste qu'on fait, jusqu'à la parole aussi. Parce que quand on dit des choses qui peuvent blesser, qui peuvent faire du bien, je pense qu'on finalement, on aide une certaine énergie à grandir et à circuler. Les denrées qu'on a sur la Terre sont les mêmes. Organiques, que ce soit l'eau par exemple. Toutes les eaux de la planète, c'est la même eau. L'eau avec laquelle on se douche, l'eau qui est dans l'océan, l'eau qui coule dans les rivières, l'eau qui constitue 75% de notre organisme, c'est la même. Donc une fois qu'on pense à cette eau comme on penserait à nous, à ce qui pourrait la salir, à ce qui pourrait l'économiser en se voyant nous-mêmes dans cet élément, on fait les choses autrement, on fait les choses avec plus de justesse. Et de responsabilité, c'est un mot qui revient beaucoup. Qui est très 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 profonde en fait et qui est illimitée et qui normalement qui doit partir du principe que toutes ces choses-là, tous ces êtres-là, c'est nous, c'est moi. Alors, vous qui connaissez bien ces populations, qui avaient passé beaucoup de temps là-bas, est-ce que vous avez pu observer des changements, des transformations, des impacts au cours des dernières années dans leur mode de vie, dans la façon dont ils sont peut-être déjà obligés de trouver certaines solutions pour pouvoir rester présents dans ces milieux qui sont par nature très hostiles?
Hamid, en fait, depuis le premier jour où j'ai rencontré ces gens avec le festival Taragelt, il était dès le départ question de multiplier justement ces actions, comme planter des arbres tous les ans pour arrêter la désertification, comme par exemple recycler les choses, tous les textiles, les vêtements. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui en fait. Quand j'ai découvert ces gens à travers le festival Taragelt, c'est ça en fait. C'est pas quelque chose qui s'est inventé pour être à la mode. C'est pas des gens qui jettent les ordures dans le désert. C'est pas possible d'ailleurs de jeter quelque chose dans le désert. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. On peut pas se cacher. Donc je pense que dans leur éducation, c'est intrinsèque en fait, c'est un comportement, ça fait partie de leur mode de vie. De la même manière que ils vivent avec la journée en respectant la journée, les heures de la journée, les activités qu'ils vont avoir à telle ou telle heure, autre heure de la journée. Et c'est pareil pour les saisons. Maintenant, évidemment, ils souffrent. À chaque fois chaque année où il ne pleut pas, il n'y a pas du tout d'eau. Et donc les champs à Mohamed, ils sont déserts. Le désert avance beaucoup, que l'on le veuille ou non, malgré toutes les actions qui sont engagées. Mais ce sont des gens qui sont très actifs. Et le désert veut ça de toute façon. On ne va pas s'allonger et dormir toute la journée dans le désert, ça ne marche pas. Donc c'est des gens qui sont tout le temps en action, en activité, qui font des choses et qui vivent avec les éléments. Et c'est des gens vraiment qui sont très très braves et que je salue à l'occasion, vraiment. Est-ce que vous pensez que le monde est assez conscient justement de tout ce qu'il pourrait apprendre de ces populations, notamment du Sud, qui sont encore attachées à des savoir-faire ancestraux, à des morts de savoir-être? Parce que ce que vous évoquez, ce respect des éléments, c'est un savoir-être qui fait partie de cette culture. Est-ce que vous pensez qu'on est assez attentif aujourd'hui à tout ce savoir-faire, et est-ce qu'il existe, est-ce qu'on essaye d'apprendre auprès d'eux, ou est-ce qu'ils sont plutôt marginalisés alors que c'est des ressources importantes aujourd'hui? Je ne sais pas si on s'intéresse suffisamment, mais bien sûr il y a un apprentissage auprès de ces sociétés, mais à nous de le voir. Vous savez, le savoir ne vient pas frapper à votre porte, encore faut-il aller le chercher. Et je pense qu'inévitablement, à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on aille chercher des solutions. Et oui, dans ce genre de mode de vie, il y a beaucoup de leçons, mais à nous d'aller les chercher. À nous d'aller les chercher. Alors, je reviens maintenant à votre album, Daban, qui est une véritable ode à la nature. Alors, vous parlez aux arbres, vous parlez aussi de la mer qui est à la fois un passage, mais aussi une frontière. On a évoqué tout à l'heure justement cette question des réfugiés. Pourquoi avoir fait ce choix de parler de l'univers, de parler des éléments dans cet album? Parce que nous y sommes, parce que nous en faisons partie, et parce que c'est essentiel, j'ai envie de dire. C'est essentiel parce que ça se voit, parce que ça se sent, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de cela. Mais est-ce qu'on prend le temps d'observer justement cette nature et d'apprendre d'elle? Aujourd'hui, il y a certaines philosophies, certaines sciences qui commencent à s'intéresser à tout ce qu'on pourrait apprendre de la nature, la biomimétique, etc. Est-ce que selon vous, on prend suffisamment le temps de l'observer? Je ne pense pas, mais il n'est jamais trop tard. C'est bien, vous restez optimiste. Oui, je pense qu'il n'est jamais trop tard. La nature, encore une fois, est là depuis toujours. Bon, on l'a pas mal saccagée, mais elle est encore là et c'est pas trop tard d'apprendre d'elle, de s'en approcher, mais d'abord de la respecter, de la soigner, de se réconcilier avec elle pour qu'elle puisse aussi nous donner son savoir. Et comment s'est faite l'écriture de cet album? Quel a été le processus créatif? J'ai écrit, en fait chaque chanson, ça a peut-être duré 2 années d'écriture, beaucoup pendant le voyage dans certains pays où notamment la nature a une autre allure, est très très présente.
Je pense notamment au Brésil ou à Cuba, où j'ai été vraiment impressionnée par la présence, même en milieu extrêmement urbain, de la nature. Et donc ça m'a beaucoup interpellée, beaucoup touchée. Shajara, par exemple, je l'ai écrite au Brésil. Yabhar, la mer, c'est parce que j'habite à côté et que j'ai eu une petite histoire. En fait, chaque chanson a un début comme ça, une histoire, quelque chose qui touche et puis qui touche au point de faire émaner de vous une émotion suffisamment forte pour que ce soit pas uniquement une émotion qu'on va décrire avec la pensée. C'est une émotion qui est tellement forte qui va vous venir avec des images. Et ben les images, il faut les écrire quand elles viennent parce qu'elles vont pas revenir en fait. Voilà, c'est des inspirations qui arrivent tout d'un coup et qu'il faut honorer. Et voilà, et donc Yabhar, c'est une chanson que j'ai écrite parce que j'étais vraiment très triste qu'une amie vive quelque chose de vraiment injuste dans un aéroport où elle a été refusée parce que pour la nature de son passeport, etc., où on n'a finalement pas pu rentrer dans le pays où elle allait. Et pourtant, elle était invitée pour faire un travail, donc pour la culture, pour la musique, etc. Elle a dû revenir. Et j'ai trouvé ça tellement injuste. Et nous y sommes tous, je veux dire, personne n'est à l'abri de ça. Et moi, je trouve que c'est une grande injustice, en fait, de ne pas pouvoir se déplacer dans la planète et que ce droit ne soit pas celui de tout le monde. Ça me fait très très mal que beaucoup d'enfants ne voyagent jamais, et même d'adultes, ne soient jamais sortis de leur milieu, de leur pays, de leur village. Et voilà, et je passais à côté de l'océan, là où j'habite, et je me suis arrêtée et je n'avais vraiment pas de mots et je me sentais très très triste. Et j'ai senti que dans cette tristesse, l'océan apaisait quelque chose, hein, je pense que tout le monde connaît ça, et les images me sont venues comme si l'océan était cette grand-mère finalement qui lavait notre désarroi et justement dedans il y avait cette histoire de frontières et de voyages et d'horizons qui représentent l'espoir et aussi d'horizons qui aussi expriment la fin et la limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc voilà, je pense que pendant 2 ans tout ce qui m'a touchée s'est exprimé d'une façon ou d'une autre. Kemmi aussi, qui est une chanson qui parle de liberté perdue, surtout des femmes qui vivent dans des situations et dans des sociétés où elles ne peuvent pas être autrement que ce qu'on a décidé qu'elles soient, qui sont toujours sous la tutelle d'un homme, que ce soit un père, un mari, un frère ou bientôt un fils aussi. Des injustices aussi, de libertés individuelles aussi, de choix d'orientation sexuelle, mais aussi de garder un enfant ou pas, notamment dans un cas de viol. Voilà, donc c'est toutes les choses qui m'ont touchée pendant ces 2 ans que j'ai essayé d'écrire. Et de transformer aussi, parce qu'on a l'impression que ce sont, en vous écoutant, que ce sont des choses qui vous touchent profondément. Et la résilience passe par le fait de les transformer par l'art, par l'écriture, par la musique. L'écriture, ça soulage, et quand dans l'écriture il y a des images et des métaphores, je ne dirais pas qu'il y a une fuite, mais il y a une libération dans le processus d'écrire et puis ensuite de chanter. On est traversé une fois par la pensée qu'on écrit, puis on est retraversé par l'expression de cette émotion et la musique soigne. Moi, ça me soigne quand je vais mieux quand j'écris et puis que je chante. C'est pour ça qu'on ne ressent pas forcément une tristesse ou un désarroi dans mes chansons, mais bien souvent, à l'origine des chansons, il n'y a pas que des arcs-en-ciel et des ciels bleus. Il y a des choses fortes qui sont là. Et pour les choix musicaux, vous avez collaboré sur cet album avec Camilla Joubran. Pourquoi ce choix de collaboration et quelles ont été les musiques, les influences que vous avez privilégiées pour cet album-ci? Le choix des musiques, en fait des instruments, en majorité ce sont les instruments et d'ailleurs les musiciens qui m'entourent depuis les albums précédents, donc à savoir
la basse Damian Nueva, le oud Yasser Rami, la trompette Camille Passeri, et le nouveau venu, donc Carlos Mejías, qui lui joue du saxophone et des machines. J'ai voulu inviter pour cette fois les sonorités électroniques parce que ça fait partie aussi de mon univers musical personnel, mais que je n'ai jamais exprimé jusqu'alors dans mes disques précédents. Et j'ai voulu vraiment faire un album studio avec une mouvance qui garde quelque chose d'ici, mais qui en même temps peut prendre des choses d'ailleurs. Et l'élément électronique aussi donne un petit peu plus de possibilités. Il y a des sons qui existent dans la nature, mais qui ne sont pas interprétables ou qui ne sont pas exprimables par les instruments organiques, hein, des pots, des cordes, etc., qu'on va aller chercher dans les sons synthétiques. La présence de Camilla Joubran, et c'était une chance, c'était pas un choix, mais c'était vraiment une chance de la voir. C'est parce que c'est une amie et que pendant que j'écrivais ce disque, je lui faisais voir un peu ce que j'écrivais, où j'en étais. Moi, je faisais mes petites démos, mes petites maquettes, et puis je lui envoyais. Au départ, il n'était pas forcément question qu'elle fasse la direction artistique, mais au bout d'un moment, c'est devenu une évidence, en fait, puisqu'elle a été là depuis le départ, à voir les textes et puis après les mélodies. Et quand il a été question que je fasse des choix par rapport à tel ou tel arrangement, elle était présente et je me suis toujours concertée avec elle. Et puis ensuite, elle a composé 2 chansons dans ce disque. La chanson qui s'appelle Sadak et la chanson qui s'appelle Riem. Et sa présence a vraiment été vraiment précieuse, plus que utile, parce que, par exemple, c'est un disque où il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et sa présence pendant le mixage, moi, m'a beaucoup aidée, parce qu'au bout d'un moment, quand on est seul, il faut avoir quelqu'un avec soi pour pouvoir prendre des décisions. Quand on est trop dedans et qu'il y a beaucoup d'éléments et qu'on a écrit, qu'on a chanté, tout ça. Et donc, elle a beaucoup de recul, et son expérience dans le genre de musique, d'ailleurs, qu'elle exerce, lui donne la possibilité vraiment de gérer ça comme une grande maîtresse de cérémonie, très sage et réfléchie. Donc c'est vraiment une chance, c'était le cadeau de ce disque. Donc une chouette collaboration. Complètement. Alors, en vous entendant parler de ces instruments que vous avez invités sur cet album, est-ce que ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de repousser un peu les limites de l'identité à laquelle on vous associez et dans laquelle vous vous définissiez dans les 2 premiers albums? Est-ce que amener un élément cette fois aussi extérieur, ça participe de cette même volonté d'ouvrir un peu les limites de cette identité? Oui, bien sûr. Et puis, mais c'est pas, oui. Et encore, c'est même pas prendre quelque chose de complètement extraterrestre. Hein. C'est pas. J'espère que je vais l'ouvrir davantage et que je vais aller plus loin. J'espère, j'attends ça de moi. Alors justement, est-ce que cette période de confinement vous a fait travailler autrement, vous a inspiré autrement? Et comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes fortement travaillé par les choses de la vie quotidienne, les choses qui vous touchent. Est-ce que justement cette période de privation de liberté, d'arrêt total, vous a inspiré? Et est-ce que vous avez travaillé sur un nouveau projet pendant cette période? Alors, dans un premier temps, je n'ai pas réussi à travailler parce que je ne savais pas trop quoi penser, je ne savais pas où j'en étais. Je crois qu'on était nombreux dans ce cas. Voilà, et c'était très frustrant parce que mon disque venait de sortir et qu'on avait commencé à bien tourner, et puis la tournée a dû s'arrêter soudainement, et c'était assez violent en fait. Et donc, pour créer, écrire et tout ça, j'en étais vraiment incapable, et ça a duré quelques temps. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler, pas sur des projets personnels, mais sur autre chose vraiment de nouveau, c'est-à-dire écrire et chanter pour des films, pour un court-métrage aussi, qui parle des violences faites aux femmes, que j'ai fait avec la réalisatrice Asma El Moudir pour la maison de production La Prod, qui a fait une espèce de film-bus avec plusieurs courts-métrages. Donc Lamia Shrabi de La Prod, qui a eu la brillante idée pendant le confinement de rassembler un hub de créatifs, d'illustrateurs, de réalisateurs, de musiciens, de penseurs, d'écrivains, pour s'associer les uns aux autres et faire des petites histoires
en forme de court-métrage de quelque chose qui nous a marqué pendant le confinement. Donc je me suis associée avec Asma El Moudir et j'ai écrit et chanté quelque chose pour son court-métrage qui s'appelle Mehjouba et qui parle des violences faites aux femmes dont le nombre a vraiment augmenté pendant cette période du confinement. Donc ça a été une super expérience et qui m'a permis de continuer à faire quelque chose sans être obligée de ce que je n'arrivais pas en fait à faire. J'ai quand même fait quelque chose ailleurs et ça m'a fait du bien, et de parler de ce sujet aussi, c'est important. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler sur un projet qui est en train de sortir en ce moment, et ça c'était pour Radio France et le ministère de l'Éducation nationale en France, où ça s'appelle L'Afrique à chanter. Et ça c'est donc dans le cadre de la saison, l'année de l'Afrique en France, donc qui devait avoir lieu en 2020, donc c'est prolongé encore, Africa 2020, et en fait ça s'appelle l'Afrique à chanter, et c'est une sélection de 6 artistes africains du Nord, donc que je représente, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, et chacun de nous a soit composé pour ce projet, soit adapté un ou deux morceaux de son répertoire pour ensuite être chanté par des chorales d'enfants dans tous les établissements de l'enseignement français dans le monde de 9 ans à 15 ans. C'est un beau projet. Et c'est un très beau projet qui sort en ce moment, donc vous pouvez retrouver sur le site de Radio France /Vox, donc l'Afrique à chanter, c'est une chorale, et je me suis aussi beaucoup amusée à écrire et puis à faire aussi des vidéos pédagogiques pour montrer aux enfants francophones du monde entier comment, parce que les dialectes en fait étaient vraiment bienvenus dans l'écriture des dialectes africains, et j'en ai profité donc pour faire une chanson en tamazight et une chanson en arabe puisque je viens du Maroc, comme quoi l'identité. Hein. Elle ne vous lâche pas. Voilà, donc ça aussi c'était très chouette, et puis faisant ça, j'ai commencé à aller mieux, et j'ai commencé un projet donc qui est en cours de réalisation, où je serai donc en duo avec Carlos Mejías, qui est ce saxophoniste et qui joue aussi des machines, et c'est vraiment parti du constat de ces émotions et ces états qui m'ont moi traversé pendant le confinement, le premier, et puis à la sortie du confinement, et puis finalement j'ai remarqué que c'était un cycle qui se répète encore aujourd'hui avec des nuances selon les périodes où on se trouve, et en fait, c'est un projet qui se destine au live uniquement. Ce ne sera pas un album qui va sortir. Et dedans, il est beaucoup question d'improvisation. C'est une pièce, une grande pièce en 7 actes, où chaque acte représente une émotion, un état. Le projet s'appelle Hal, au pluriel, avec S. Et ce sont donc ces halat qu'on a vus, qu'on peut citer, dont on peut citer la peur, la confusion, le rêve et le cauchemar dont on parlait tout à l'heure, donc le règne de la nuit, l'impatience, l'acceptation, et puis encore la peur, etc. Donc c'est un projet alternatif par rapport à ce que j'ai fait jusqu'ici, dans sa forme et dans son contenu aussi. C'est beaucoup électronique. Il n'y a pratiquement pas d'instrument, il n'y a pas d'instrument acoustique en fait. Et il y a beaucoup d'improvisation. En fait, ce sont chaque morceau aura plein d'éléments que nous allons à chaque fois placer dans l'ordre ou dans le désordre sur la scène. L'idée, c'est que tout ce qu'on sait est toujours reconstructible et toujours décomposable, et on peut toujours le percevoir autrement. Et voilà, donc c'est prendre cette liberté de ne pas tout savoir et de l'assumer et de le dire en musique avec les gens. Et donc, encore une fois, transformer un vécu qui, de prime abord, peut ne pas paraître simple à traverser, simple, ouais. et le poser de façon artistique. Ce qui m'amène à peut-être un dernier ensemble de questions sur ce que peut l'art et la création
dans ce monde en transformation. Vous avez évoqué tout à l'heure l'éducation. On a beaucoup évoqué dans le cadre aussi de ces entretiens l'importance de changer les récits, parce que c'est aussi par les histoires qu'on se raconte, qu'on change notre façon de voir le monde. Vous, dans votre domaine artistique, qui est l'écriture et la musique, est-ce que vous pensez que c'est important aussi que votre art s'empare de ces questions et les raconte autrement et arrive à toucher pour atteindre la transformation? Oui, je pense que ça se fait. Je pense que c'est notre reflet en fait. La musique de quelqu'un et son identité audio en fait. C'est sa version de sa personne sonore. Donc ce qu'on est reflété par ce qu'on fait comme art, quelle que soit la discipline. Je pense que c'est bien de savoir arriver, en tout cas, essayer de doser entre être très conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et aussi se laisser aussi le droit de ne pas être très conscient. Parce que c'est en arrêtant des fois de réfléchir qu'on approche de certaines vérités. Donc le tout, je pense, dans nos métiers, c'est d'arriver, enfin, arriver, je sais pas, mais essayer d'avoir un équilibre entre conscience et... Intuition. Oui, merci. Merci beaucoup, Merci Oum, pour cet entretien passionnant. Et donc on rappelle le titre de votre dernier album, Dabin. Et puis on a hâte que tout ça se termine pour voir en live le fruit du travail de ce confinement. Merci encore, Oum. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouveaux entretiens.